I have a package for you. Salut à tous et bienvenue pour ce 11e épisode de Recommandé. Je suis avec Yann, Coucou. Thomas, Salut. Brieux Bonjour. et Candice. Hello. Alors avant de commencer, comme d'habitude, on va parler des actus. Alors Brieux, dis-nous ton actu s'il te plaît. Oui, alors moi j'ai une actu un peu spéciale puisqu'il s'agit d'un livre. C'est la première fois que je propose un livre. Donc un livre qui sortait le 16 mars, donc qui est sorti au moment où cette émission est diffusée. Je veux parler des Roses d'acier aux éditions Marcali de Rémi Young. Un livre qui parle d'une association qu'ont créée des travailleuses du sexe à Belleville suite à des crimes perpétrés contre certaines d'entre elles, afin de s'entraider. Donc c'est un livre que je vous conseille, ne serait-ce que parce que c'est un sujet qui est intéressant, et peut-être, pourquoi pas, on verra, inviter son auteur, s'il est d'accord, pour en parler ici dans l'émission, puisque j'ai la chance parce que tu le connais. de le connaître un peu. Il fait la promo de Donc, ses copains. Voilà. Donc Rémi, si tu nous entends, voilà. Dédicace à Rémi. Dédicace à toi. Super, merci beaucoup. Candice, ton actu. Oui, et ben moi je vais vous parler d'une petite actu. Peut-être que vous l'avez déjà vu passer ces derniers jours. C'est une nouvelle info qui est tombée sur Léonard de Vinci. Un spécialiste de la Renaissance et professeur à l'université de Naples, Carlo Vecce, j'imagine, c'est avec 2 C, comme ça qu'on dit en italien, non? Gasparini, ouais, Gasparini. Vecce. Normalement Vecce, oui. Vecce, bon. Carlo Vecce, il a fait une annonce sur les origines du génie italien, Léonard de Vinci. Jusqu'ici, on pensait que la mère de Léonard de Vinci était une fille de paysan toscan. Eh bien, selon ce dernier, elle serait en fait née dans les montagnes... Toscane, on dit. Non, pardon. Dis-moi mozzarella pour moi. Non. Eh ben, J'ai pas le droit. apparemment, J'ai mon pizza pas pass. du tout. Elle serait née dans les montagnes du Caucase. Et malheureusement, l'histoire est un peu triste parce qu'elle aurait été vendue et revendue plusieurs fois à Constantinople puis à Venise, avant d'arriver à Florence, où elle rencontre le père de Vinci, Pierre, qui est jeune notaire à l'époque. Le chercheur fonde sa théorie sur des documents historiques récoltés dans les archives, le document le plus important étant celui écrit par la main de Pierre de Vinci en 1452, où il s'agit d'un acte d'émancipation de Catherine de Vinci, donc un acte notarié qui lui permet de récupérer sa liberté et sa dignité. Et c'est une belle histoire, ils se sont aimés alors qu'elle était esclave, ils ont eu un enfant et il a aidé à retrouver sa liberté. Alors que pendant tout ce temps, on pensait que Léonard de Vinci était issu d'une relation illégitime. Si vous voulez en savoir un peu plus, le chercheur a publié des livres, notamment un qui s'appelle Léonard de Vinci, où vous en apprendrez plus sur la vie du génie, l'origine de sa mère, et tout ça, en fait, ça éclaire un petit peu plus la personnalité du monsieur, quoi, parce qu'on comprend un peu plus sa soif de liberté, ses idées originales, et je pense qu'il a été nourri justement du parcours chaotique de sa mère. Donc je vous invite à vous renseigner un petit peu là-dessus. C'est vrai, dingue. C'est On hyper retrouve des trucs intéressant, maintenant comme ça. Donc, Ouais, c'est- mais en fait, tu te rends compte que les archives, elles sont tellement blindées, et puis des fois, c'est juste des documents qui sont mal rangés. C'était le cas il y a pas longtemps avec une missive qui concernait Charles Quint, une missive qui était codée. Oui, une lettre, ouais. Voilà, et qui a été retrouvée par hasard dans les archives de Nancy, dans un tiroir où ça aurait pas du tout dû être rangé là, quoi. Mais que ça fout là Sous une armoire. Ça calait une armoire. Là, Et c'est un peu ça. C'était dans un tiroir de la poste, tu sais. Ah, il y a encore cette lettre qu'on n'a pas encore envoyée. Elle a oublié d'envoyer. Ah de Charles Quint, c'est long, l'empereur. Quelqu'un a l'adresse de Charles Quint? C'est surtout que pour le Charles Quint, ce qui était original, c'est qu'à l'époque, ces courriers-là, donc ça avait été envoyé à un ambassadeur, et les ambassadeurs, ils n'avaient pas forcément de personnes pour collecter, ranger, conserver les écrits, et puis d'autant plus que c'était un document qui était crypté, donc c'était des informations qui pouvaient être délicates, et donc c'était des documents qui étaient très souvent détruits. Donc voilà, donc je me suis un peu écartée du sujet, mais tout ça pour dire que c'est intéressant. Ouais. Pour l'instant, lui a fait ses annonces, il a écrit son bouquin, c'est comme tout, il faut que tout ça soit recoupé, qu'il y ait plusieurs Il va y sources. avoir des vérifications. Voilà, c'est ça, qu'il y ait d'autres chercheurs qui disent « Oui, je suis d'accord, et ce document qu'il nous a sorti n'est pas un faux. » Donc, je mets tout de même des pincettes sur cette Giga pincette. Donc, cette attends. annonce. Attends, Du coup, ça veut là- dire que Leonardo da Vinci pourrait être arméno-italien, en fait. ou Ouais, géorgien. c'est ça, en tout cas, il serait ou pas azerbaïdjanais. seulement italien, Ou quoi. turc, même.
turc dans le Caucase à cette époque. Je n'ai aucune sûr. idée de Bah, le où est Caucase. Ah oui, tu me diras oui. La chaîne de peut-être. montagnes du Caucase, ça passe en Turquie. Oui, c'est à la bordure, ouais. Bah, donc c'est le Caucase. De, Enfin de bref. toute façon, on parle d'une époque où les Moi, le frontières Caucase, je étaient très vois. différentes et il y avait beaucoup de peuples, D'accord. qui se déplaçaient Un petit aussi. Caucase Donc light là. Yann, ton actu. Yes, et bah moi évidemment, comme j'aime tant le faire, je vais vous parler un petit peu de The Last of Us. Il y a eu le dernier épisode qui est Oui. sorti ce lundi, qui était Très ma sympa. foi assez incroyable. Je pense on est tous d'accord pour le dire. Toujours pas vu. Très bonne C'est adaptation une très, très bonne série. de la saison, du premier jeu, pardon. Donc toi, Yann, c'est incroyable. À chaque fois que tu fais une actu, c'est sur The Last of Us. Donc à chaque Exactement. épisode, c'est une actu. Bah, du Moi, coup, à là, chaque il fois, a c'est fait pour un nouvel 9 épisodes épisode. comme ça. Et bah du coup là c'est la fin. J'aurais plus d'excuses pour mes Ouais, actus. bah, faudra attendre la saison 2, quoi. Et bah, Oh du merde, coup, vous va me falloir verrez plus, commencer à bosser. Vous ne me verrez plus dans cette émission pendant 2 ans. Non, et donc, tout ça pour dire, là, il y a le 28 mars, il y a aussi le remake de The Last of Us 1 qui était sorti il y a... Enfin, l'original était sorti il y a 10 ans, et le remake sort sur PC pour la première Wow. fois le 28 mars. Voilà, nos amateurs de PC pourront enfin y jouer et avoir la chance d'y jouer. C'est un très bon jeu, très différent de la série. Donc que tu je es conseille. content. Ah bah oui, je suis Je suis content. très content. Je frétille. Oui, tu l'as jamais fait, toi. du Bah coup. non, moi je n'avais Ouais, que c'est ça. vu des gameplays. Merci Mister B-Boy45. Toto. Oui, moi j'ai envie de vous parler des Oscars qui ont eu lieu la semaine dernière, dans la nuit de dimanche à lundi. Alors je vais pas vous faire un point, comment dire, Tu nous fais pas exhaustif. une actu people? Non, non plus, je vais vous parler des films. Tu vas parler de Michel Yeo quand Je même. vais parler de Michel Yeo, et parce Ça va, que tu peux rester. Yann vous en a parlé il y a quelque temps, c'était une de ses recos je crois, mais Voilà, je parle pas que de- celui, c'est ça, tu ne parles pas que de The Last of Us. Le film qui a tout raflé aux Oscars, qui a eu pas moins de 7 Oscars, c'est Everything Everywhere All at Once. Alors il a eu meilleur film, meilleure réalisation, meilleur montage, meilleure actrice pour Michelle Yeoh, meilleur acteur dans un second rôle pour Ke-Huy Kwan, et meilleure actrice dans un second rôle pour Jamie Lee Curtis. Ils ont tout raflé. Ouais, ils ont tout raflé. Et c'est un film que j'ai eu l'occasion de voir un peu avant. Et je réitère les propos d'Yann. C'est un film complètement fou, complètement dingue. Certainement le plus contemporain des Oscars actuellement. Donc je suis vraiment content qu'un film comme ça ait eu autant de succès reconnu par ses pairs. C'est encore d'ailleurs dispo en salle en France, donc si vous ne l'avez jamais vu, foncez vraiment, c'est une expérience à voir en salle à mon sens. Puis ça va rester là, vu les récompenses. je suppose que ça va revenir rester, même. Ouais, tout le monde va Et vouloir ça a y aller. donné des discours Ça a magnifiques. donné, justement, je voulais en revenir, j'y reviendrai un petit peu après. Je veux juste faire encore une petite mention pour Brendan Fraser, Ouais. le vrai Ouais. revenant qui lui a Georges reçu de la le- Jungle. Georges de la Jungle ou La Momie, pour ne citer que ça. Il revient, il a eu un parcours, j'ai regardé une ou deux vidéos de lui, il a un parcours fou, ce gars-là. Et le fait qu'il ait l'Oscar maintenant, j'ai hâte de voir la suite. Pour la suite de sa carrière pour lui. The Whale. Donc, Je me permets oui. juste, son émotion lors de Ouais, son ouais, discours incroyable. est magnifique. Si Ouais. vous l'avez pas vu, franchement, allez le regarder, c'est émouvant au possible. Ouais, de ouf. Donc oui, The Whale est encore en salle, donc profitez-en. Et enfin, dernière petite mention pour le Pinocchio de Guillermo del Toro, qui a eu l'Oscar du meilleur film d'animation. Del Toro nous a servi un Labyrinthe de Pan, version animée, pour le côté conte pour adultes. C'est très très bien, c'est dispo sur Netflix. Donc bref, si vous avez un peu loupé ces films des Oscars, Ah oui, il est foncez-y. sorti il y a un moment déjà, Pinocchio. Ouais, il est sorti en décembre, je crois. Ah oui, décembre Ah oui, 2022. d'accord. Ok. Là où je suis le plus étonné, c'est qu'il n'y a eu aucun Oscar pour Babylone, qui, à mon sens, méritait amplement celui de meilleure musique. J'allais Meilleure dire meilleure composition. musique, ouais. Mais tu nous avais pas dit qu'il était boudé aux Oscars. Ah ouais, il est boudé de ouf aux Oscars. Donc du coup, j'ai regardé toute Tu la nous nuit l'avais des dit Oscars. dans un épisode précédent d'ailleurs. Et Jimmy Kimmel, du coup, qui faisait la présentation, a fait une vanne sur Babylone en disant, je sais plus exactement ce que c'était, mais il disait une émission de télévision ne peut pas perdre 100 millions de dollars, contrairement à Babylone. Et puis il fait coucou Babylone, t'es en mode ah ouais non c'est chaud. Mais, Ah ouais, c'est- mais est-ce c'est qu'on a chaud. une raison Ils ont pas aimé le film a bidé. Ok. Ils ont pas aimé. J'ai l'impression. Enfin Bah, ça c'est. ça ressemble peut-être à un film fait pour les Oscars aussi, qui c'est peut-être ça pour ça qu'ils l'ont boudé, c'est qu'il y a un gros casting, ça parle du début du cinéma. Mais Ouais, il ça a- ressemble il a à un boudé film, aux États-Unis. Aux États-Unis, en France, il fonctionne très bien. C'est comme Ouais. The Fabelmans dont je voulais aussi parler, qui n'a reçu aucun Oscar, alors qu'on parle de Spielberg qui fait son Bon, mais propre c'est les autobiopic. Américains qui font encore les Américains, quoi. Bah c'est ça, en gros, ils montrent qu'ils veulent passer un peu à autre chose, Mm. qu'ils veulent pas forcément regarder dans le passé. Ce que fait Spielberg, c'est un peu ça. Ce que fait Babylone, c'est un peu ça. Ils mettent Everything, Everywhere, All at Once au premier plan.
Ce qui est intéressant, je trouve ça quand même dommage parce que Spielberg, c'est certainement l'un de ses plus beaux films, The Fabelmans. Donc voilà, et ce dont je voulais surtout vous parler, et après je vais m'en arrêter là, vous l'avez déjà dit, c'est un peu les discours qu'il y a eu. Je trouve que les discours sont tous très prenants pour nous autour de la table qui veulent être comédiens, mais je pense aussi pour vous auditeurs qui ne voulez pas forcément l'être. C'est des discours qui sont très forts. Je pense à celui de Jamie Lee Curtis, à celui évidemment de Ke Huy Quan et celui de Michelle Yeoh, qui sont tous les trois première actrice d'origine asiatique à recevoir l'Oscar de meilleure actrice. Et enfin bref, c'est assez dingue. J'ai une pensée aussi émue quand j'ai vu tous ces discours. Au discours de Brad Pitt, quand il a reçu, du coup c'était pas son Oscar mais au SAG Awards, il a reçu du coup le trophée du meilleur acteur du meilleur acteur dans un second rôle pour Once Upon a Time in Hollywood. Et c'est un discours qui résonne encore aujourd'hui en moi, donc si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Moi je l'ai pas vu, mais tu me fais rêver là. Il est très poignant, très touchant, où en gros il dit que, enfin bref, tous les aléas de la vie font qu'il met tout ça à l'écran, et je trouve ça très beau, très très beau. Donc bref, voilà, un peu pour fermer la parenthèse, Oscar. Ok. Vivement l'année prochaine. Merci Et beaucoup, toi, Thomas. Hugo, de quoi vas-tu Moi, nous parler? Mon actu, j'ai vu sur l'internet, qu'il y allait avoir une adaptation au cinéma du jeu Dead by Daylight. Jeu auquel tu as joué, évidemment. Jeu Toi auquel qui- je n'ai qui pas flippette. joué, mais par contre, j'ai regardé des streamers y jouer, Ouais. notamment Antoine Daniel et la team du lundi, du coup, donc tous les streamers qui streament le lundi en Comme même ça, temps tu qu'Antoine pouvais Daniel. regarder les streamers et surtout pas Oui, l'image. mais en fait, le jeu, quand tu regardes d'autres y jouer, tu peux regarder le moins- jeu, il fait moins peur. il fait pas du tout peur. Et en fait, c'est donc l'histoire de ce jeu, en gros, il y a un des personnages, donc c'est un survival horror en multijoueur. Donc ça veut dire que, en fait, il y a un des joueurs qui incarne le gros méchant ou un monstre, et les autres joueurs doivent réaliser des tâches pour ouvrir une porte de sortie dans une zone limitée, en fait. Ça fait très slasher à la vendredi Voilà. 13. Exactement. Et en fait, ils n'ont pas encore trouvé d'acteur ni de réalisateur. Et le producteur du jeu vidéo a dit « Nous savons qu'il y a énormément de fans de Dead by Daylight et il est pour nous impératif de trouver quelqu'un qui aime et connaît cet univers autant que nous pour le porter au mieux sur le grand écran. Nous savons que nos partenaires chez Behavior et Atomic Monster, donc les deux studios de Les production, développeurs, vont nous aider à donner vie à ce jeu de la meilleure des manières. Donc moi je me demande ce que ça va donner, et en même temps je peux pas m'empêcher de me dire ça va être beaucoup moins drôle sans Antoine Daniel. Qui sait, peut-être qu'il va être Antoine cast, hein, du coup. Daniel, rôle Ça principal. me ferait Mais tellement rire qu'il soit en VF, tu sais, du personnage. Moi, Ça serait Mais génial. je Total Innocent là-dessus, quoi. ce que je comprends pas, c'est que ce Dead by Daylight, c'est des personnages de la culture horreur Oui, qui en plus. sont là. Donc ça veut dire qu'ils vont prendre toutes les licences Bah, pour en fait, faire à la un base- film. Non, À la base, ils ont créé leur propre Ah, il y a un personnage. propre Oui, nom. c'est Il y a- les ils ont leur DLC qui propre permettent lore. de... Voilà. Et oui, ok. ils ont plein de Mm. DLC. Moi, j'y ai un peu joué parce qu'il était en gratuit sur le PlayStation Plus, donc j'ai dit tiens, pourquoi pas, moi j'aime bien Regardez-moi ce l'horreur et petit geek tout. là. Je suis un petit geekos, je suis un Yankee, j'ai acheté le costume de Ghostface, le costume de Michael Myers, je suis comme un gosse. La base. Et ouais, je trouve ça étrange, je me demande ce qu'ils vont en faire, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire pour ce jeu, il y a Ouais, beaucoup c'est de... ça qui Ça va m'inquiète, être un moi. slasher. Ouais, Ça va être un slasher, quoi. Alors, je pense Ou qu'ils vont des faire gens un truc vont- un peu méta. Des gens ou vont un être truc comme ça. enfermés dans une école ou un Ouais, truc c'est comme ça. ça, et ils vont devoir récupérer des clés pour sortir. Ouais, Un après slasher. c'est touchy. Hein. Ça S'ils peut font un être- peu, si c'est mal adapté et que c'est juste pour vendre à tous les clients du Spoiler, jeu. c'est peut-être un peu le cas. Si c'est ça, non mais si c'est juste pour vendre le film à tous les clients du jeu et leur faire des clins d'œil avec hey, tu te souviens dans telle partie, toi il t'est arrivé un Mais truc j'ai dit, comme moi, ça ça. m'étonnerait pas de voir un C'est truc nul. très méta. Si, Non Ils mais font un si- truc s'ils méta, un arrivent peu à à la faire un Scream, ça peut vrai être scénario, cool. Bah, en Mais- fait, Oui, mais je après, voulais parler de ça un peu parce qu'il y avait, c'était un peu ce truc-là de maintenant qu'on voit que les jeux vidéo adaptés en Ouais, série ça et films fonctionne. comment ça fonctionnait vraiment. Évidemment. Parce que avant, Ah ouais, avant, c'était- je voulais dire que les années 2000 et 2010, Doom avec notre cher le c'est caillou. pas, c'est pas le pire. hein. Euh, C'est pas le non, pire. C'est pas le pire, mais quand même. Mario Mais, Bros. Mario- Par contre, l'animation Mario Bros, le film d'animation qui va arriver là en avril, je sens que ça va être lourd. Hein. Oui. Je vous le dis, ça va Ou, être... ou le ça va sketch être de un truc Bertrand Huskla. Si certains l'ont vu. La meilleure adaptation de Mario Bros. De Mario possible. pour moi, c'est ça. Et moi, je rêve de le voir en entier. ce film. Appelez-moi juste Mario Bros. En tout cas, voilà pour mon actu. merci. Pas trop Et cool. puis on va passer à la chronique. Mais alors qui est-ce aujourd'hui? Et au programme du jour, drame, dîner de famille et Mads Mikkelsen. Aujourd'hui, on va parler des films de Thomas Vinterberg avec Yann. Et oui. Et pour commencer,
C'est qui Thomas Vinterberg? À tes souhaits. Alors, Thomas Vinterberg, c'est un réalisateur, scénariste et producteur danois né en 1969. C'est le réalisateur notamment de Festen, La Chasse et dernièrement Drunk, des films marquants et récompensés dans le monde entier. Donc une des têtes de pont du cinéma danois en somme, aux côtés du très célèbre Lars von Trier, avec qui il a formé le mouvement Dogme 95. Dog en... 95. Ouais, Tous des clébards. C'est que des chiens du Ils se 9-5. mettaient en rond entre cinéastes et ils aboyaient. Tu vois. Les clébards du Val d'Oise. Et là, ils étaient là, le concept. Alors ça va être quoi ton prochain film? Coucher plutôt. Non, du coup, je reprends Dogme 95 en 1995, comme son nom le laisse présager. Mais c'est quoi ce Dogme 95? Alors, c'est pas un pseudonyme de Kiku sur Call of Duty, Oh mais là là. bien un mouvement cinématographique en réponse aux surproductions hollywoodiennes blindées d'effets spéciaux et pouvant être jugées comme formatées ou impersonnelles. Et en gros, le dogme, c'est plusieurs règles que s'imposaient les réalisateurs qui en faisaient partie pour retranscrire un cinéma plus expressif, original et plus réaliste. Le but étant de créer des films dépourvus d'artifice, laissant plus de place aux scènes improvisées et d'extraire l'essence des scènes qui ne seront pas surtravaillées en post-prod. Et c'est comme ça qu'ils pensaient pouvoir recréer l'art cinématographique tel que eux le voyaient. Et même s'ils ont jamais réussi à respecter la totalité des règles qui s'étaient fixées dans aucune de leurs productions, c'est en accord avec ce dogme que sortira Festen en 98, donc la première claque que nous mettra Vinterberg. Et Festen, tu l'as nommé plus tôt avec La Chasse et Drunk, et de quoi ça parle ces films? Alors pour la faire courte, Festen c'est l'histoire d'une fête de famille pour célébrer les 60 ans du père. Seulement ça se fait dans une ambiance pas tip-top, puisque y a une des filles qui s'est suicidée récemment. Joie. Exactement. Et en plein milieu du repas, un des fils va se lever et prendre la parole. Il va lâcher une bombe qui coupera l'appétit d'un paquet de personnes, laissant place à l'explosion de cette famille. Et donc ensuite on a La Chasse de 2012. Donc on suit un père divorcé de la quarantaine, interprété par Mads Mikkelsen. Et donc c'est un monsieur tout juste en train de réussir à rebâtir sa vie après un divorce compliqué, en partie grâce au soutien de ses amis. Mais voilà, dans ce petit village où les rumeurs circulent vite, il va se faire accuser de pédophilie. Ses amis vont vite se retourner contre lui, et évidemment, ça présage rien de très bon. Et enfin, donc, on a Drunk de Des films 2020. plus lumineux quand même. Lumineux, Et encore. tu l'as pas vu. Hein. Je l'ai pas vu. Donc c'est un film qui a galéré à se faire une place dans les salles avec l'arrivée du Covid, et qui pourtant connaîtra un énorme succès. Et encore une fois, on a un Mads Mikkelsen dans le rôle principal. Ici, c'est un père de famille qui fait un peu pitié, c'est quelqu'un d'ennuyeux qui arrive à barber ses enfants comme sa femme. Et moi, tu vois, quoi. je te disais, c'est pas joyeux. Et là, il y a ses 3 amis d'enfance avec qui il est professeur dans un lycée qui vont, pour essayer de le sortir de là, lui proposer de mettre en pratique ensemble la théorie d'un psychologue norvégien. Une théorie selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. Je suis d'accord. Ouais, genre, je l'attendais. Donc, il relève tous les 4 le défi, s'alcoolisant pour la bonne cause tous les jours. Et si au début, les résultats semblent prometteurs, dû au boost de confiance en eux devant leurs élèves ou devant leur famille, rapidement, l'excès de vin rouge et de vodka fera déraper la situation. Voilà, donc ça c'est le petit résumé de ces films, et si vous ne les avez pas vus, je vous conseille fortement d'aller les voir maintenant, puisque je risque de vous spoiler avec le reste de la chronique, donc désolé à ceux autour de cette table. Pas de soucis. Mais ces films, ils ont l'air tous assez sombres, mais est-ce qu'ils partagent d'autres thématiques les uns avec les autres? Alors oui, quoi qu'il en soit, les films de Mikkelsen, j'ai noté Mikkelsen très fort, de Vinterberg, parlent de sujets peu reluisants. Donc voilà, c'est l'alcoolisme, le suicide, la diffamation, la pédophilie. Mais là où ils sont très bons, c'est qu'ils arrivent à nous toucher, nous spectateurs, en les plaçant à chaque fois dans des cadres que l'on connaît et qui nous sont chers, comme la famille, notre groupe de potes ou nos collègues de travail. Et du coup, ça nous touche, ça nous concerne. Tout d'un coup, on fait partie de la bulle. Le personnage pourrait être en fait un membre de notre cercle d'amis. D'ailleurs, l'idée de groupe de proches revient à chaque fois dans ces films, avec la famille dans Festen, ce groupe de copains dans La Chasse, ou encore un savant mélange des deux dans Drunk. Et comme je le disais, ça lui permet d'explorer ces sujets à travers des gens qui sont supposés s'aimer. Ainsi, on voit tout ce que ces groupes impliquent quand on rencontre un problème, allant de la pression sociale, la déception, la détresse, ou de l'incapacité à communiquer, à parfois l'inévitable trahison de nos proches. Et toujours dans cette idée, on verra dans ces films la rupture de ces groupuscules, se faisant souvent dans la violence et l'idée du « rien ne sera plus jamais pareil, maintenant que le vrai « nous » s'est révélé devant les autres ». Voilà, ainsi on arrive à un dernier thème mis en exergue dans ces films, celui du mouton noir. Son protagoniste est constamment mis au banc de la société. C'est très souvent un loser, traumatisé, c'est le peu de proches qui lui restent, qui le sortent de là, mais tout en gardant une petite distance avec cet être un peu différent et qui est, pardonnez-moi l'expression, difficile à aimer. Finalement,
Quand tout va péter, cela reviendra forcément dans la face de celui qui était un peu différent et qui est donc forcément coupable. Une critique qui est d'ailleurs évidemment une critique de la société danoise, qui se veut être très friendly en apparence, mais qui n'hésite pas du tout à lyncher celui qui n'agira pas comme tout le monde. Et à ton avis, quel message Winterberg veut faire passer avec ses films ? Alors quand on regarde un film, on a toujours ce petit truc qui nous titille. C'est quoi la morale ? Qu'est-ce que ça essaie de nous dire ? Quel est le message ? Et force est de constater que face au film de Winterberg, la morale de l'histoire semble parfois dépourvue de moralité, dépourvue d'espoir. La morale dépourvue de moralité. Exactement, la morale de l'histoire en large est dépourvue de moralité. Ces films arrivent souvent à leur fin sur un semblant de cet espoir. Oh tiens, regardez, l'histoire se résout et les personnages vont mieux. Et vlan, quelque chose vient terminer le film sur une touche de noirceur. Parce que dans la vie, ça se finit jamais vraiment bien, ou en tout cas pas ce bien hollywoodien cliché où tout est réglé, où nos problèmes n'existent plus. Ouais, c'est une claque de vérité, quoi. Exactement. Dans Festen, donc c'est là que je vais spoiler, le personnage principal a réglé ses comptes avec sa famille, mais l'a complètement brisé. Résultat, le personnage a eu le droit à sa petite vengeance, mais ses proches devront en payer les pots cassés, et quoi qu'il en soit, le mal est déjà fait, et malheureusement, sa sœur est toujours morte. Dans La Chasse, alors que toutes les accusations à propos du personnage de Mikkelsen semblent éventées et qu'il semble s'être fait pardonner par ses amis, quelqu'un essaie tout simplement de lui tirer dessus en forêt, pendant une partie de chasse entre copains, lui rappelant que rien n'est oublié et que la rumeur à son sujet court toujours. Aux yeux de certains, il sera toujours vu comme, malheureusement pour lui, un pédophile. Et enfin, dans Drunk, après le suicide causé par l'alcoolisme de son meilleur ami, le personnage principal, qui a l'air d'avoir enfin réussi à reconstruire sa vie, ne va pas trouver mieux que de célébrer ça en picolant. Il a bien raison, j'aurais fait pareil à sa place, ça ne peut t'empêcher de te dire, mais attends, le personnage ne comprendra donc jamais la leçon. En fait, c'est un peu ça à chaque fois. On n'essaie pas de nous dire, là en l'occurrence, si l'alcool c'est bien ou pas, on nous dit que l'alcoolisme c'est mal, mais que l'alcool, ça permet de passer des super moments. Ou peut-être juste que tu ne... Je me permets, ou peut-être juste que malgré tout, tu ne peux pas tu peux pas toujours aller au-delà d'une difficulté, justement, même si tu essaies de contrôler ton environnement, il y a des facteurs qui font en fait, c'est ça, tu le comprends avec le ton, en l'occurrence, que c'est vraiment un entre-deux du tiens, regarde, ça fait aussi rêver, ça fait rêver le personnage, mais oui, ils ne s'en sortent jamais. C'est une boucle où ils sont un peu piégés dedans, c'est ça. Ou alors, il faut qu'ils vivent avec leurs difficultés, c'est-à-dire avec les rumeurs qui sont passées sur lui, elles disparaîtront pas, il va falloir qu'il apprenne à vivre avec, et à se faire tirer dessus en forêt. Donc il finit toujours ses films sur une moralité d'où sa mère, en gros. Exactement. Winterberg reste toujours sur des messages ambigus de la sorte, et dire que ses films se finissent sur du tout noir serait complètement erroné. En fait, il résout l'intrigue et fait toujours comprendre que ce qui s'est passé, ce que ces personnages ont traversé, les marqueront à vie, eux et leur entourage, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. D'accord. Et en termes techniques, parce qu'on parle de scénario depuis tout à l'heure, il donne quoi ce Winterberg ? Oui, la technique. Alors, on va revenir sur ce dogme 95, et non pas le dog 95 mentionné au début. Et donc, dans Festen, Winterberg essaie au maximum d'être en accord avec les règles du dogme, ce qui fonctionne très bien avec le sujet du film. On a donc un produit qui est filmé constamment à la caméra épaule, sans lumière ajoutée, sans quelconque artifice. Finalement, on a vraiment l'impression d'être à cette fête, ou sinon même de regarder un film de famille un peu malsain. Et cette caméra qui tremble et qui va faire des plans serrés sur les personnages va nous rapprocher d'autant plus de leur détresse. Et d'ailleurs, ces plans serrés, il va les reprendre dans de nombreux films et se complaire dedans. Ça lui permet vraiment d'enfermer ses protagonistes et de les coincer dans leur mal-être. Et nous, spectateurs, on sera là, forcés, obligés de regarder quelqu'un qui souffre sans jamais pouvoir l'aider. Et il continuera de suivre les règles du dogme après Festen ? Non. Alors, avec La Chasse et Drunk, Winterberg va clairement s'écarter des règles du dogme et racheter du matos. On aura le droit à des jolies lumières, des plans bien posés. Toutefois, jamais rien de surréaliste. Les couleurs, les lumières s'ancrent toujours dans le réel, parce que le but c'est ici qu'ils nous fassent vivre une histoire terre à terre, une histoire vraie. On ne va pas avoir des nuits américaines ou des lumières rouges quand le personnage est en colère, seulement éventuellement la lumière vacillante d'une bougie, des couleurs chaleureuses quand le personnage vit un petit peu d'espoir, et un rapide retour aux lumières froides, quasi blanches, d'une vie qui semble dépourvue de goût et de saveur. Ok, donc l'idée serait de rester dans le réel, mais de se permettre d'avoir de belles images. C'est exactement ça. Les règles du dogme sont forcément très contraignantes, et tous les scénarios ne sont pas du tout faisables en les respectant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas fait un film en les respectant toutes. L'idée étant plus d'avoir un code de base qui peut être transgressé, mais qui restera une ligne directrice durant toute sa carrière. C'est finalement une sorte de guide en fait. Exactement, c'est un guide. Et du coup, ces films, à qui les conseilles-tu ? Pas aux plus jeunes. Et évidemment, on parle de sujets durs, très adultes. Et d'ailleurs, le protagoniste, c'est très souvent un homme, père de famille, ou du moins dans la force de l'âge. Toutefois, ce sont des films qui restent toujours pudiques d'un certain trash. On ne montrera pas de violence inutile, ainsi vous ne verrez rien de traumatisant à l'écran. Juste de la suggestion qui se suffit amplement.
Et donc ça reste accessible pour un public assez vaste, peut-être à partir de 16 ans. Mais dans tous les cas, ce sont des films grandioses, prenants et surtout aux propos très pertinents. Donc en raccord avec le titre de l'émission, je les recommande. Ce sont des films à voir. Et pour Drunk, pourquoi pas, accompagné d'un petit verre de rhum. Et ils sont disponibles où ? Alors j'aurais dû commencer par ça. Festen et La Chasse sont disponibles sur Prime Video. Drunk est disponible depuis quelques mois sur Netflix. Eh bien, merci beaucoup Yannou, et je ne dirai pas ce qu'il a écrit. J'ai écrit une petite phrase de fin. Il avait écrit un texte pour moi. Eh bien, merci Yannou, t'es le plus beau, épouse-moi par pitié. Je m'y oppose. Je veux bien, mais présente-moi ta bague, s'il te plaît. Merci beaucoup, c'était trop cool Yann. Et bah avec plaisir. C'est hyper intéressant. Ça fait un moment que j'avais envie de voir Drunk. Et bah, je ne l'ai toujours pas regardé. Il est génial. En fait, comme je disais, c'est pas un film que, contrairement aux deux autres, que tu vis en mode un drame absolu. C'est triste, mais Oui, c'est pas un drame. ouais, ça. Même dans la bande-annonce, déjà, tu vois qu'il y a quand même de la vie. Ouais, c'est ça. Il Oui, y a de l'humour. Il y a beaucoup d'amitié justement, voilà. Mais ça n'empêche pas de vivre des situations difficiles, compliquées. Ah mais complètement. Mais c'est justement ce qui m'avait attiré dans ce film, c'est le côté très réel de ça pourrait être ton ami, ton oncle, ton père ou je sais pas quoi. Ah, et puis Tout le monde peut facilement sombrer dans un truc comme ça. t'as vraiment envie de faire le test avec eux, de voir si Ouais. quand tu regardes le film, t'es là, ah ça devrait être drôle, une semaine comme ça, on essaie, tu vois. Et bon, tu comprends qu'il faut pas le faire. C'est les mécanismes de l'alcoolisme en fait, c'est ça Oui, c'est aussi. ça. Hein, J'ai beaucoup de et gens c'est de une ma façon famille. intelligente de le montrer. Ouais. Beaucoup de Et gens ton de ma famille en breton Bretagne qui ont fait le test. Ça marche pas. Moi aussi, ma famille en Creuse. J'ai testé pour vous. Moi, j'ai un truc. Les points communs que tu as trouvés entre les films, moi, ça me fait penser un peu. Alors, peut-être je me trompe, hein, mais à Henrik Ibsen pour le théâtre. Oui, tout le à point fait. commun de la famille, le point commun du mouton noir, de la personne qui est un petit peu différente par rapport à une société qui l'écrase. Je pense à une maison de poupée, Ouais. à L'ennemi du peuple, que j'adore. Moi, ça me fait vraiment penser à ce genre de film, à ce genre de pièce de théâtre. Je sais pas si tu Ouais, vois, avec t'as dans une complètement dimension raison. très réelle. Finalement, c'est un thème qui revient beaucoup dans les pays nordiques, en fait. Ce côté très réaliste de la famille, avec un sujet très réaliste aussi, Ouais. et traité de façon très crue, en fait. Mais Voilà. il y a une culture, c'est vrai, autour de ça, parce que quand on regarde dans le théâtre, mais même dans le Dans la cinéma. littérature, Dans la en littérature, général. j'y pensais, hein. Ouais, Dans c'est les vrai. bouquins. J'étais en mode Millennium, c'est pareil, Ouais. c'est un peu... Mais on- Bergman nordique, aussi, c'est un peu c'est. plus- Bergman, il est quand on il parlait est du Nord, lui aussi. Quand on parlait de Ionesbo aussi, Dites-moi, la dernière oui. fois, j'ai Bergman, il me enfin retrouvé semble. son nom. On en Ah, parlait oui. pendant la chronique de Oui. Fred Vargas. Bah, Ionesbo, c'est très comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est des trucs très froids, c'est précis quoi, au scalpel, c'est toujours des trucs comme ça. Je vais faire un raccourci, j'allais dire, mais en même temps, c'est la Norvège, la Suède. C'est des... qu'il fait vraiment froid là-bas. Non, mais alors, au-delà du. Non, C'est un gros raccourci. au- Il y a les au- Vikings. au-delà du- Je peux pas te laisser dire ça, attends, il fait froid en Norvège. Au-delà du froid, c'est Plus rien dire. c'est des terres qui sont hyper escarpées aussi, où t'as pas une population c'est vrai. qui est si énorme que ça. Donc du coup, tu as des grandes distances sans la moindre âme vivante Ah bah, t'as dans le vraiment des secteur. communautés qui évoluent ensemble Et voilà, toute leur et vie, du quoi. coup, c'est Oui. ça, c'est que t'as cette notion de communauté qui est hyper forte et t'es obligé de vivre justement avec cette communauté. Et comment tu fais quand, à un moment donné, pour toi, ça se passe plus aussi bien qu'avant. C'est bête, hein, mais je pensais même à Hedda Gabler. Il y a ce truc un peu où, alors c'est du théâtre, hein. C'est Ibsen aussi. Non, c'est. C'est deux. mais Hedda Gabler, elle a ce truc où elle se sent enfermée aussi dans la société dans laquelle elle est. Elle aurait dû épouser quelqu'un, elle en épouse un autre, et au final, ça tourne en drame. Mais parce qu'elle a créé son drame elle-même. Il y a un peu cette notion-là, j'ai l'impression, dans les pays nordiques, justement, dans les œuvres, de le personnage principal crée son propre drame, et un peu coupable de sa Bah, déchéance. Il est là, par exemple, dans La Chasse, tu vois, il est coupable de s'être un peu enfermé avec lui-même tout seul. En fait, quand on l'accuse, tout d'un coup, tout le monde se tourne vers lui comme une évidence, en fait. C'est le gars qui est tout seul, même s'il fait partie de la bande de potes. Ça reste le gars solo qui habite tout seul Ouais, dans mais sa maison. Ça, c'est le mec dont on a toujours eu des doutes. On s'est toujours dit, on sait pas trop ce qui se passe chez lui. Il est pas marié, il a pas d'enfant. C'est dingue, si, alors qu'il ça. voulait juste être tranquille pour faire ses meilleurs top 1 sur Fortnite. franchement. Non, mais en plus, c'est un sujet d'autant plus intéressant avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Quand tu vois le film, c'est un truc moi qui m'avait frappé, c'est ce truc des accusations où on n'en sait trop rien, mais où tout le monde va se mettre d'accord
d'accord, parce que c'est balancé sur un réseau social et que si on a décidé de le juger coupable, le gars est coupable. Oui, Et, après ça c'est toujours Oui, fait. alors c'est à hein. prendre avec des pincettes aussi. Non, parce que ça ne veut pas dire que la personne n'est pas coupable. C'est juste cette c'est facilité juste qu'on des a. jugements hâtifs. Et le problème, c'est que c'est ce qu'on dit toujours, hein, c'est qu'une rumeur, une fois qu'elle est lancée, ça prend 2 secondes à rentrer dans la tête de quelqu'un. Cette information, une fois qu'elle est là, elle a Elle partira déboulonné jamais. si elle est Exactement. fausse. Ça va mettre beaucoup de temps, beaucoup de travail. Une information jetée sur le net, elle va se répandre comme une traînée de poudre et retrouver tous les sites pour tout effacer. Et ben là, compliqué. voilà, C'est la même chose dans avec un cadre l'esprit plus humain. petit, imagine, t'entends ça sur un de tes potes, un de tes proches, comment tu fais pour le regarder dans les yeux et une fois que votre amitié est détruite, ensuite comment on la reconstruit, c'est très dur. On en parlait, tu sais toi Thomas qui en parlait avec l'affaire L'affaire d'Outreau d'Outreau, aussi, où des personnes ont été accusées à tort, ont été innocentées et où des années après, et où ça continuait même après à avoir un soupçon, on se disait oui, bon, il a été innocenté, mais peut-être que... Sur l'affaire d'Outreau, t'as encore des Ouais. pages Facebook, Ouais, déjà, ouais. mais t'as encore des pages Facebook qui existent et qui disent non, ce n'est pas la vraie vérité de ce qui s'est passé sur l'affaire d'Outreau. Mais- Ce qui s'est passé, ces gens-là qui ont été jugés et qui ont C'est été eux qui ont acquittés, créé le Covid. c'est Mais c'est eux qui ont. Est-ce que qui c'est ont pas perpétré, un exact. signe juste que quand l'humain s'est fait berner entre guillemets, a gobé une mauvaise information, c'est beaucoup plus simple de s'obstiner en se disant si à un moment donné je l'ai cru et des gens l'ont cru, c'est qu'il doit y avoir un fond, Ne etc. serait-ce que Plutôt pour que de se l'ego, remettre en ne question. serait-ce Mais que c'est pour ça. l'ego. Moi, je pense que c'est une question plus- d'ego. C'est plus grave que ça, de la même façon pourquoi les gens croient des théories du complot à ce genre de choses, c'est parce qu'ils ont il y a une perturbation cognitive dès qu'on leur montre des preuves que c'est faux. Mm. Et Mais c'est- plutôt que de faire l'effort d'avouer qu'on a tort, mais d'un point de vue Ou De d'avouer qu'on déconstruire c'est sa neuronal, pensée, quoi. ouais. ils D'avouer qu'on ne sait préfèrent... pas, il y a aussi Et voilà, parce qu'il y a tout qui s'écrit. s'écroule, tu vois. Mais Toute en fait- une croyance s'écroule. Ils préfèrent C'est plus s'enfermer rassurant. en se disant non, c'est un complot dans le complot qui fait qu'on me présente Mais oui, des fausses mais preuves. la plupart des gens, par exemple, ne veulent pas ne pas savoir. Donc ils préfèrent se remplir avec quelque chose de faux plutôt que de dire je sais pas en fait. Et en fait, c'est ça qui crée la plupart des complots. Et des religions. Tous les trucs de... Oh, Oups, pardon. Il y aura un petit point montage. Bon, c'est un petit hot Non, c'est takes, un peu mais vrai. je le rejoins là-dessus. On te rejoint tous là-dessus. mais- Et sinon, d'un point de vue technique, sur ce que tu disais, pardon, je suis d'autant plus curieuse de regarder les films. Parce que c'est vrai que moi je suis souvent agacée par le côté happy end des films américains, ou même quand t'as un drame ou autre chose, t'as toujours quand même une petite Finalement, ouverture. Elle est vivante. Non, mais t'as toujours quand même une petite ouverture, un peu de. On te laisse l'espoir que quelque chose de bien. Ouais, non, là, clairement, ça ne Et surtout- se résout jamais en très bien. Surtout que Oui. les happy end d'Hollywood, la plupart du temps, c'est des happy end que pour eux, quoi. Parce que des fois, tu regardes des happy end et je trouve que c'est pas des happy end du tout. Il y a des moments donnés où c'est dans leur logique très puritaine. Ah, vous avez vu, finalement, et ça y est, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Mais On apprend que 5 ans plus tard, elle a divorcé, il voilà, tapé sur la c'est gueule. ça. C'est qu'elle a dit oui, mais attendez, elle voulait être aventurière, elle voulait faire des trucs, elle voulait faire ça, elle se retrouve mariée et c'est Ouais. tout. Cool. Je trouve ça mieux encore qu'elle retombe dans l'alcool après, quoi. Au moins, voilà, on est d'accord. Bon, on va passer au reco alors, sur Yes. sur cette fin. Merci pour Brigitte. cette chronique. Merci Yann. beaucoup Yann. Avec, C'était super plaisir. intéressant. Oui, bah, du coup, Très je les intéressant. regarderai. Je ne savais Maintenant pas que qu'ils t'es étaient, spoilé, En fait, tu peux je les savais voir. pas qu'ils étaient dispo. J'avais vu des extraits en cours de Festen il y a longtemps. Et après, j'étais en mode. Bah, je trouve que Festen, Il est un poil plus dur à regarder parce C'est qu'il est ça. plus vieux. c'est Il ça, est plus vieux et ça se voit. Il Il y est a... plus caméra à l'épaule, si ce n'est caméra au point quasiment. C'est ça. Après, et il ça est m'avait- assez court, hein, il fait 1h30. Ça m'avait un peu mis. Enfin, Mm. me dire, bon, allez, tranquille, je m'étais déjà fait les Lars von Trier et j'étais en mode, Ouais. allez. Non, c'est. Ça faisait Mollo. beaucoup d'un coup. À, Ouais, à mon je sens, m'en fous, c'est allez. beaucoup plus facile à regarder qu'un Lars von Trier. C'est beaucoup plus. Comment dire? C'est tellement plus terre à terre que ce que peut faire du Ok. Lars von Trier. Peut-être moins que radical aussi. C'est ça. Ouais, ouais. Mais Après, je vais m'y tout mettre est- aussi en ce moment. Je fais que regarder des trucs que j'ai déjà vus. Mm. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à me mettre sur des nouveaux films, des nouvelles séries, donc ça Mais va ce être soir, l'occasion. t'allumes Netflix et là, bam, il y a Drunk. Candice, ta reco. Oui, tout à fait. Alors, comme mon actu, vous l'avez peut-être vu passer, très certainement même, je vais vous parler de LOL qui sort. Alors, c'est la 3e saison qui est sortie. Un truc sur le Personnellement, fromage, ça.
Comment ? LOL Kiri sort. Un AOP d'ailleurs. J'aime bien. Donc c'est la 3e saison qui sort sur Prime. J'avais vu des bandes annonces passer pour les saisons précédentes. Je vous avoue que ça m'avait pas trop chauffé à l'époque. Donc j'avais même pas regardé un seul épisode. Et là, quand même, je me suis laissé tenter. Alors, pour être honnête, une Faut seconde. dire que le casting voilà, saison c'est ça. 3 fait plus envie Ouais. que les premières. Ouais. Pour être honnête avec vous, j'ai pas regardé la saison 1 parce que on m'a fait des petits retours comme quoi c'était pas la meilleure et puis j'avais envie de me marrer. Donc j'ai commencé par la saison 2. Et ben j'ai passé un super moment. C'est présenté par Philippe Lachaud. Vous allez retrouver dans cette émission 10 personnes, humoristes ou acteurs qui sont enfermés dans une pièce. Et le concept, en gros, pendant 6 heures, ils ont une consigne, ne pas rire, sous peine de se prendre un carton jaune, puis un carton rouge et donc d'être éliminé, tout en essayant de faire rire ses adversaires. Alors, le concept même est super cool parce que le casting est très cool des 2 dernières saisons. Le seul truc, petit bémol que je mettrais, c'est les sorties, comment dire... Et les entrées de Philippe Lachaud. Ouais, ça m'agace. Il y a ce côté projecteur où on le voit marcher dans le couloir à l'américaine. Bon, c'est bon. Et ça arrive à chaque fois qu'il rentre dans la C'est ça, pièce c'est qu'en fait, où les comédiens sont. Ouais. si Ça tu fait binge-watch les épisodes, tu le vois faire ça minimum 2 fois par épisode, et au bout d'un moment, t'as juste envie de lui mettre une claque et lui dire arrête avec ton clin d'œil de genre ah mon dieu, il y en a encore un qui a rigolé, tu vois. Donc bref, outre ce truc-là qui est quand même assez rapide et à la limite, ça peut en devenir drôle au bout d'un moment. C'est leur gimmick d'émission. Voilà, parce que c'est leur gimmick d'émission, c'est le concept. C'est pas seulement un concept français, c'est un concept Oui, international. qui a été développé dans plusieurs pays. Donc après ils l'ont un peu réadapté en fonction des audiences et des pays, je pense. Dans la saison 2, vous pouvez notamment trouver Gérard Darmon, Ahmed Silla, Eric et Ramsey, Camille Lelouch, Audrey Fleurot. Vous avez Pierre Mela Ninet Bédia. Comment Saison Pierre 3, Ninet, non Pierre Ninet. Ah, saison Alors 3, voilà, pardon. c'est ça. Et alors, la saison 3. Donc la saison 2 était déjà très drôle. Il y avait des petits plus par rapport à la saison 1. Et là, la saison 3, ils ont poussé encore le concept un peu plus loin en ajoutant des actions un peu revanche pour ceux qui ont été éliminés. Et le casting est fou. Leila Bekti, Jonathan Cohen, Pierre Ninet, Géraldine Nakache, Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Laura Felpin, François Damiens et Gad Elmaleh. Et j'ai oublié On le a juste le dernier. casting de la Paul flamme. Mirabel. Et Paul Mirabel. Paul Mirabel. Le Voilà, flambeau. donc la moitié du Le chroniqueur, casting. France Inter. Oui, mais alors, là où je m'étais dit, ils se sont pas fait chier, ils ont juste pris la moitié du casting du flambeau, ben en fait, c'est pas si bête. Parce que quand tu regardes les saisons précédentes, Ils sont potes, quoi. Tous. Ouais. et voilà, Ils ce ont qui forcément fonctionne, la c'est ref. qu'ils sont potes. Et Bah, donc, du du coup, c'est coup, pas gênant, ils ont. quoi, c'est- Non, parce qu'ils ont beaucoup de complicité, et tu vois des potes qui essayent de se faire rire, mais qui n'y arrivent pas vraiment. En même temps, il y a des éléments un peu extérieurs, mais qui se mêlent bien au groupe. Et vraiment, je me suis trop marrée. Pour l'instant, tous les épisodes sont pas sortis. Le prochain épisode sort aujourd'hui, le même jour que recommandé, donc je vous invite à regarder ça dès ce soir. Franchement, c'est un bon moment à passer. C'est pas révolutionnaire, mais si vous avez envie d'un programme un peu chill à regarder, bien vous marrer, moi je me suis tapé quelques fous rires quand même. Est-ce que t'as déjà tous les épisodes ou est-ce que t'as pas encore les épisodes de fin? Alors, la saison 3, il y a que 4 épisodes qui sont sortis, donc si on est sur le même profil que les 2 premières saisons, il devrait y en avoir 6. Ouais. Mais il y a eu pas mal de suspense, en plus, sans spoiler, mais c'est sorti beaucoup moins vite que la saison précédente, donc il y a beaucoup de monde, c'est très drôle, c'est, comment dire, il se passe toujours quelque chose, quoi, franchement, on s'ennuie pas. Mais non, il reste encore 2 épisodes, je pense, donc un qui sort ce soir pour nos auditeurs, Ouais. et l'autre la semaine d'après. voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, bah merci beaucoup, Thomas. Merci à vous. Oui, Ta moi, reco. bien sûr, attends, j'arrive. Vas-y, brode. Ouah. Vous ai-je Ma j'arrive. recommandation, bien voilà, sûr. attends, tu permets, je suis garé où? Je suis là, allez. Gérard, c'est toi. C'est moi. Il nous a ramené un Vous livre. ai-je déjà parlé de DC Comics? Oui. Oui. Un tout petit Donc oui, je vais vous parler de Joker Harley Criminal Sanity, qui est un comics, j'ai même plus envie de dire un roman graphique, qui fait partie de la collection Black Label de chez DC Comics. Donc la collection Black Label, c'est une collection destinée à un public, disons, Mature, adulte, non très Ouais, mature. Et ce roman graphique, Joker Harley Criminal Sanity, si vous avez aimé l'angle un peu plus détective et enquêteur de The Batman ou de Mindhunter, mais aussi les mises en scène très esthétisées des meurtres dans Seven ou Hannibal par exemple, ce comics est fait pour vous. On y revisite le mythe de la relation entre Harley Quinn et le Joker. Donc Harleen Quinzel, son véritable nom, est une jeune profileuse engagée par la police de Gotham
pour enquêter sur les meurtres particulièrement horribles perpétrés visiblement par la même personne, un serial killer. Serial kill. Un serial killer. Les dessins sont magnifiques. Oui, je viens de Tout ce feuilleter, qui c'est est, trop beau. Tout ce qui est au présent est en fait en noir et blanc. Et c'est très très beau, il y a seuls quelques flashbacks qui se retrouvent en couleur, pardon. Et l'esthétisme est vraiment parfait pour suivre toute cette enquête. C'est un livre qui m'a énormément plu, je l'ai lu en un coup, et je vais le relire plus lentement, entre guillemets, pour vraiment profiter de chaque image, parce que je voulais savoir ce qui allait se passer. Tu m'en avais déjà parlé. C'est vraiment, c'est vraiment un très bel objet. C'est-à-dire que même en termes de collection dans la Ouais, bibliothèque, franchement... si vous êtes fan du Joker, de l'univers Batman, le bouquin est magnifique. Ou même à offrir, hein, Ouais, si carrément. vous avez des gens fans autour de vous. La dimension, du coup, ça a une dimension quand même moins loufoque, c'est quand même beaucoup plus réaliste et beaucoup plus terre à terre. Donc, c'est pas le Joker et la Harley Quinn de la série animée, par exemple. C'est un one shot aussi. Je trouve que c'est très important parce que quand on parle comics, des fois on peut se dire oh là là, mais il y a 12 tomes du même truc. Non, là vous avez une histoire qui est dans le même bouquin. C'est une histoire complètement indépendante. En fait, on réutilise les personnages pour raconter une autre histoire, un autre point de vue sur cela. Et si vous aimez lire avec une BO dans les oreilles, et ben celle de Mindhunter ou de The Batman fera l'affaire. Voilà. Ok. Tu me fais rêver, tu me fais Merci rêver. beaucoup. Merci, très bon Yann. conseil. Oui, Ta oui, oui, reco. oui, oui. Alors moi, je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier soir. C'est Mon Inconnu, pardon. Je me foire sur le premier mot. Mon Inconnu de Hugo Guélin. Je sais pas comment Hugo ça se Guélin. prononce. Ouais, voilà. En 2019. Il n'y a rien qui va là. Non, il y a rien qui va. On dirait la reco de la semaine dernière de Brieux. C'était moi la semaine dernière. Non, mais ça reco, pas la Ah, la Non, reco, non, pardon. non, Carnival Row, rappelez-vous. Je vais vous faire un résumé. Deux résumés. Le résumé du résumé. Donc, Les épisodes je précédents. reprends Mon Inconnu avec donc François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Laverne ou encore Camille Lelouch. Donc c'est l'histoire d'amour entre Raphaël, jeune romancier, et Olivia, pianiste. Absorbé par son succès, Raphaël, en tant qu'écrivain, il va pas se rendre compte que c'est devenu un vrai connard, et ce qui va faire complètement exploser sa relation avec Olivia. Et il se réveille le lendemain dans un monde où c'est Olivia qui est devenue célèbre et où tous deux ne se sont jamais rencontrés. Le film est vraiment bien et nous montre une très belle relation. Puis c'est vraiment drôle, le duo François Civil, Benjamin Laverne, ça fonctionne au top, c'est super dynamique. Et ouais, donc c'était une petite reco, c'est un film qui est parfait pour une petite soirée canap, qui est dispo à la location, malheureusement il est pas... Ah non, il est pas encore... Et non, dispo à la location sur Prime et Canal VOD, mais voilà, on l'a pas en accès, juste avec un petit abonnement qui fait plaisir. Bah, merci beaucoup Yann, Brieux, ta Oui, alors, reco. moi, je vais vous parler de Resident Evil 4 Remake. Alors, Il s'arrête jamais les deux dans J'ai- ces J'ai cru qu'il allait J'ai parler des l'impression que ça films fait 60 ans Resident qu'on Evil. en entend parler des Resident C'est ça, Evil. j'ai l'impression oui, que chaque et année oui. on me dit t'as entendu parler du Oh, nouveau non, Resident oh, Evil c'est ça. bah, c'est pas vraiment un nouveau puisque c'est un remake, mais tout le monde connaît en tout cas la saga Resident Evil. Non, c'est quoi Célèbre. Tu veux pas nous faire un petit résumé? Je vous fais un petit résumé. Du 1, C'était- du 2, c'est du le 3, du 4, du remake. Non, parce qu'en fait, il faut Arrêtez de savoir le que bouger. les Resident Evil, en gros, les personnages se croisent et il y a des personnages qui sont communs aux épisodes des Resident Evil, mais les histoires entre le 1 et le 8, parce qu'il y en a 8 en tout, C'est pas les mêmes du tout. Ouais. ça ne veut rien Ah dire. non, Tu mais as c'est- peut-être spoilé toute Mais ça. parce que c'est japonais, donc on s'en fout en fait. Les japonais ils s'en foutent. L'important Donc, il y a c'est des que ça gros pète monstres à la de fin. partout et que Oui, ce c'est soit ça. incompréhensible. D'ailleurs, C'est un peu, ceux qui sont à l'origine des scénarios des Resident Evil le disent, on s'en fout complètement des scénarios. Nous, ce qu'on veut c'est faire n'importe quoi. Voilà, tant que ça fait un jeu vidéo sympa. Donc, je peux revenir à Resident Evil 4 Oui, bien Remake sûr. ou Bien alors sûr. donc tout le monde le connaît. Donc tout le monde connaît cette franchise, vous avez vu, qui a vraiment beaucoup popularisé le jeu d'horreur. Hein. On va dire Oui, que c'est carrément. grâce au Resident Evil 1 qui était sorti en 1996 sur PlayStation et sur Saturn que le jeu d'horreur comme Dead by Daylight dont tu as parlé Oui. a été popularisé, à moins que ce soit à cause des films de Paul W.S. Anderson avec sa femme Mila Jovovich. Mila Jovovich. Non plus. N'espérons Moi, pas. j'adore ces films. Je plaisante. Oh, le regard que lui a envoyé Brieux. Je plaisante. Vous avez vu que tout le monde a fait un gros blanc. Il y en a quand même 6, 7, 8. Il y en a- 8. Je crois qu'il y en a 8 ou 7 ou 8. Des films, il y en a 6, je crois. Faut s'arrêter. Ah ouais. Ils se sont arrêtés. Hein. Ah oui. Ouais. Ah non, ils en ont. Non, Non, non. non, non, c'est vrai, ils en ont refait un il y a Tu pas rigoles, longtemps. quoi. Le Qui mec, était une purge. Ouais, mais c'est pas Mais Paul W.S. Anderson. C'était pas lui, mais Ouais. c'était quand même une purge. Non, parce que lui, il fallait qu'il arrête. Il aime sa femme, mais à ce point-là. Bref, ce que je voulais dire, c'est que donc le premier, comme je l'ai dit, est sorti en 1996, et pour y rejouer, ça pique. Ouais.
gravement les yeux. C'est pour ça que Capcom a eu la bonne idée, tout à fait originale par rapport à notre époque actuelle, de faire des remakes. Donc il a décidé de faire des remakes du 1, du 2, du 3, et arrive enfin le 4e épisode, qui va arriver donc le 24 mars 2023 sur PlayStation, sur Xbox et sur PC. Là-dessus, on est gâtés. Et c'est un épisode qui est beaucoup attendu par les fans de Resident Evil, parce que c'est un épisode qui a marqué un renouveau de la franchise, en fait, puisque le gameplay était davantage porté sur l'action et moins sur l'horreur. Il y avait des choses aussi un petit peu plus incohérentes. Par exemple, au fur et à mesure de l'aventure, il y a un marchand qui est là et qui te vend un lance-roquette, mais tu sais pas d'où il sort. Il est dans une grotte. On s'en fout du scénario du moment Oui, où voilà. ça fait un bon jeu. Voilà, il est On vexé a maintenant. toujours besoin d'un PNJ, tu sais. Mais non, mais Non mais voilà, tu vois, Oui. il y a des choses qui sont incohérentes, mais c'est un jeu qui a beaucoup marqué les joueurs, et ils en attendent tellement du remake qu'il y a eu une démo qui est sortie il y a pas longtemps, que l'effet de la pluie ne leur ont pas plu. Ah ouais? Ils trouvaient que ça faisait un flou un peu artistique qui leur plaisait pas trop, donc ils se sont plaints, et Capcom a dit ce sera corrigé bientôt. Ah, c'est pour Voilà. ça qu'ils ont sorti leur démo. hein, Exactement. mais clairement. qu'est-ce qu'on Mais s'en voilà. fout de Resident Evil 4 Remake? Sortez-nous Street Fighter 6. Non, mais Par ça pitié. arrive. Mais en vote attendant, Resident Evil 4 Remake, je ne l'ai jamais fait. J'ai joué au 5, j'ai joué au 6. Je m'en veux. Mais t'as D'accord? joué au 1, 2, 3? J'ai pas joué au 1, 2, 3, ça je m'en fous. Je voulais jouer au 4. Et je l'ai jamais fait. Et ben je vais le faire. Grâce Et voilà. à leur remake. Eh bah très bien, Thomas. Le 24 mars Ils sont pour Thomas. en train de rattraper tous les traumas De ouf. d'une génération. De ouf. Et ben en tout cas, merci beaucoup Brieux. Bah, je t'en prie, Hugo. Et ben moi je vais vous faire une reco, pardon. Et Bon, faire une attends, reco. Depuis Une que je suis reco, ici, t'es on garé, dirait t'es l'oncle garé. bourré en fin de table. Je vais vous faire un reco. En plus, Je quand vais j'ai parlé faire- de drunk, t'as sauté sur Oui, l'occasion. c'est ça, exactement. Une reco sur Broken Flower, sortie en 2005 avec Bill Murray, Jeffrey Wright, Sharon Stone Comment et Tilda Swinton. Excuse-moi, Jeffrey. Wright. Ah. Jeffrey Wright, celui qui remet des glaçons dans le verre. Non, Donc pas c'est un du tout. film qui est sorti l'année dernière. Comment Donc en fait, l'histoire de ce film, c'est un gars qui vit seul après s'être fait larguer. Le gars vit en peignoir dans son appartement et un jour il reçoit une lettre rose et anonyme lui apprenant qu'il a un film de 19 ans. Et les mots sont Et qu'il a un écrits- film de Il a un 19 ans. film de 19 ans Excusez-moi, monsieur, vous avez tourné un film il y a 19 ans. Un Il film- faudrait un l'assumer film qui désormais, dure vous avez une 19 ans. pension. Un film À X payer. de 19 ans. Je vais la refaire en entier. Donc moi, ma reco, ce sera sur Broken Flower. C'est un film qui est sorti en 2005 avec Bill Murray, je dirais pas son nom, Sharon Stone et Tilda Swinton. Je crois qu'il y a Il y a pas Jeffrey Jeffrey Wright. Wright, dedans, Exactement, vous m'enlevez les mots. C'est celui qui met des glaçons dans je sais pas quoi. J'ai l'impression d'être dans le Putain, multivers. le montage, ça va être un enfer. Donc, c'est l'histoire de Bill Murray, un homme qui vient de se faire larguer et qui vit seul chez lui dans sa maison. Ce gars-là reçoit une lettre anonyme lui apprenant qu'il a un fils de 19 ans. Un fils. Ah ouais, Waouh. Exact. pas un film du coup, il a pas un DVD et tout. Putain, c'est le karma de m'être moqué de Brieux il y a 2 semaines. Et aujourd'hui, Du coup, il va voir son voisin, meilleur ami, qui est fan de romans policiers, et ce voisin le convainc de partir en voiture. Avec son fils. Non, trouver son fils. Non, avec justement. un lecteur DVD. Trouver son fils. Oh putain, non, c'est un enfer, tu peux pas faire une vanne comme ça. Faut que je garde tout. Enfin bref, c'est vraiment un super film. C'est un film qui a une super ambiance, je vous promets. Oh, génial. Voilà. Mais je vais tout laisser, hein. Désolé. Et puis les Désolé. auditeurs, ils se démerdent. Voilà. le film avec Bill Murray ou le film de Bill Murray dans le film de Bill Murray est super bien. Pardon. J'ai Pardon, pleuré mais des oui, Voilà. mais ça me dit un truc. Je crois que je l'avais vu quand j'étais petit. On t'entend plus. je connais Oui, pas ah, du tout. pardon. Tu connais pas Ça du me tout dit- Ça me dit vaguement quelque chose. Bah, c'est Quand tu me dis lettre rose. c'est vraiment tout un ça, super film. En ça fait, me dit un truc, quoi. c'est un road movie parce qu'il ne prend que la voiture pour aller voir ses ex-compagnes parce que du coup, il a reçu cette lettre. Ouais, il sait pas de Et qui il c'est. sait pas de qui c'est, donc il va voir ses ex-compagnes pour essayer de retrouver son fils. Et en fait, son voisin, c'est un mec qui est trop marrant, il lui fait une compile de musique, et du coup, il y a toutes les musiques de la compile qui passent dans la voiture pendant ses voyages. Et du coup, la BO, évidemment, est super bien. Il y a de la musique éthiopienne dedans enfin, ça m'a fait découvrir la musique éthiopienne c'est vraiment trop beau à écouter. Et donc voilà, en fait, ça vaut vraiment le coup parce que c'est un film qui est très
très posé, qui prend vraiment son temps de développer. En plus, c'est le flegme de Bill Murray dans un film avec Bill Murray, donc forcément, ça prend son temps. Et il a toujours ce petit sourire. On ne sait pas s'il sourit ou s'il se fout de notre gueule. Mais enfin bref, voilà, je vous le conseille après ce magnifique résumé que je laisserai en entier. Voilà, c'était ma chronique. Et merci beaucoup à Yann. Avec plaisir. Merci Brieux. Mais de rien. Merci Thomas. Un grand plaisir. Merci Candice. Oh c'est pareil, toujours un plaisir d'être là. Je m'appelle Hugo. C'était recommandé. Au revoir.